Hola, bienvenue sur Chris and Cri. Aujourd'hui, un nouveau témoignage. Ça faisait longtemps, j'ai exactement 52 secondes pour faire cette introduction parce que j'ai déjà commencé le timecode de la vidéo que vous retrouverez juste en bas sur la barre, là, le curseur, et en barre d'infos avec un petit cheat pour savoir un peu à quelle étape de l'histoire du témoignage on est. Je regarde ma montre pour pas dépasser les 52 secondes. Et si vous voulez témoigner vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou mon adresse email. Et on s'arrange ensemble pour voir comment on fait. Et là, ça va être une histoire assez riche en rebondissements. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, merci à toi d'avoir pris le temps de nous raconter ton témoignage. Et j'ai regardé ma montre, j'ai perdu le fil. Et merci à toi. Bisous. Je vous laisse avec le générique. 3, 2, 1, maintenant. Disons que là actuellement, bon, c'est vrai, je tue le temps, mais je me suis préparé psychologiquement parce que mon souci, en fait, de ma récidive, ça date pas d'il y a 2-3 mois, hein. Ça a commencé en janvier 2020. Et à ce moment-là, quand j'ai vu qu'une grosseur était réapparue, évidemment, toujours au même endroit au pli interfécier, c'était même pas un abcès, hein, c'était juste une petite grosseur avec une petite inflammation et un trou qui est apparu. J'avais décidé de consulter un médecin et ça m'a pris presque un mois pour obtenir une consultation. Donc j'avais pris rendez-vous au mois de janvier et j'ai obtenu une consultation pour le mois de février. Et quand je me suis rendu là-bas, le gars m'a dit clairement, je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit, voilà, écoutez, moi j'ai fait plusieurs récidives, donc j'ai fait plusieurs opérations. J'ai fait une en 2014, j'ai récidivé en 2017-2018. Et là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est une récidive ou pas? Et j'aimerais que vous me consultiez la blessure, enfin que vous observiez la blessure pour me dire si c'est une récidive ou pas. Une seconde récidive en tout cas. Et le gars m'a dit, il a observé la blessure et il m'a dit, je crains que c'est une récidive. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ma première consultation, tu sais, on n'était même pas dans ce cas d'urgence avec les Covid. On n'était même pas encore en mode confinement, tu vois. Il y avait des suspicions, ça parlait déjà d'une pandémie mondiale, d'un virus non identifié, mais moi, je n'étais pas encore en train de me dire à ce moment-là, ouais, on va être confiné au mois de mars. Et du coup, tout ce qu'il m'a dit de faire, il m'a dit, bon, le trou, c'est normal qu'il se forme parce que c'est pour éviter l'abcès. Donc il y avait de l'exudat qui sortait de là. C'était pas du pus, hein, c'était un mélange de liquide sanguin bizarre, comme ça, tu vois, un peu foncé, comme ça, un peu roux. Même pas, je sais même pas la couleur que c'est pour te dire, mais c'était un peu chelou, mais voilà, ça me faisait mal. Mais pas aussi mal, je veux dire, j'étais pas au point d'hurler de douleur ou quoi. Je veux dire, voilà, j'ai eu plusieurs opérations à ce niveau-là. Et comment t'expliquer? Moi, je savais que j'avais récidivé. Au fond de moi, je savais que c'était une récidive parce que à ce niveau-là, j'avais pas de bol. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le gars il m'a dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre de l'isobétadine, vous allez désinfecter la plaie, pas de problème, pas besoin d'une infirmière pour ça. Et puis, voilà, vous attendez que la plaie se referme d'elle-même. Ok, alors attends. D'abord, je vais essayer de te faire une petite ligne directrice, t'as vu? Donc après, si tu veux te faire une petite présentation, n'hésite pas. Si t'as pas envie, c'est pas grave aussi, comme tu veux. Et d'abord, ouais, donc du coup, tu m'as dit que tu avais eu 3 fois une opération. Mais d'abord, je voudrais savoir comment tu as découvert d'abord la première fois que tu l'as eu. La première fois, tu sais, chaque année, comment ça s'est passé, genre? Je sais pas si j'ai été très claire. Ok, d'accord, pas de souci. Bon, alors, je vais quand même me présenter un minimum. Bon, comme je t'ai dit, je tiens quand même à avoir un anonymat, mais je vais quand même me présenter succinctement. Donc voilà, je suis d'origine maghrébine, précisément d'origine marocaine. Je vis à Bruxelles, capitale de la Belgique. Et ce qui m'a incité à faire ce témoignage, c'était que, en fait, pendant ma convalescence d'après-opération, je me suis dit, tiens, on ne voit pas beaucoup de témoignages de ce kyste et je trouve qu'il y a beaucoup de gens en commentaire qui disent, voilà, écoutez, moi j'ai un problème aussi à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est un kyste, etc. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions
mais ils ne savent pas vraiment en fait comment aborder le sujet. Et moi, bon, j'ai été opéré 3 fois, donc j'ai décidé de faire ce témoignage dans un anonymat, bon, mais je vais quand même le faire. Donc voilà, j'ai 29 ans, je suis bruxellois, j'habite en Belgique, et voilà, ben, je vais témoigner de mon kyste pilonidal. Donc ça, c'est pour la présentation. En ce qui concerne la toute première fois où j'ai découvert que j'avais eu un kyste pilonidal, bon, le message sera un peu long, mais je vais expliquer vraiment succinctement ce qui s'est passé. C'était aussi loin que je m'en souvienne, c'était, on va dire, il y a plus ou moins 10 ans, entre 2011 et 2012. Ce qui s'est passé un jour, c'est que bah, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à un moment donné j'ai eu un abcès qui s'est formé au niveau du pli interfessier. Une grosseur avec un abcès, etc. Et ça m'a fait super mal. Et tu sais, à ce moment-là, ce qui s'est passé, ce qui était drôle, c'est que ça m'est tombé dessus un vendredi. Je rentrais après les cours, j'ai chopé d'un coup sec, hein, je ne comprends pas, une grosse inflammation. Tu vois, au début, c'était une petite gêne. Puis au fur et à mesure des heures qui passent, ça a commencé à gonfler, ça a commencé à s'infecter. Il y avait une grosse boule rouge comme ça, tu vois. Et j'avais super mal, hein. C'était une douleur vraiment aiguë, c'était abominable. Alors moi, je vais voir ma mère et je lui dis, maman, j'ai un problème et tout. Alors, je n'osais pas lui dire ce que j'avais. Puis à la fin, ma mère m'a dit, dis-moi ce que tu as, dis-moi ce que tu as, et tout. Tu vois, elle m'a rassuré. Je lui ai dit, j'ai un problème au-dessus du derrière, tu vois. Et quand je lui expliquais ça, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 19 ans, je crois que je devais être 19 ou 20 ans, tu vois. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais tu vois, il y a encore 10 ans, le terme kyste pilonidal, je ne le connaissais pas. Ce que je connaissais, c'était avoir un abcès, c'était avoir des boutons, etc. Ouais, ça je connaissais. Mais le kyste pilonidal, je ne le connaissais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a vu l'abcès et elle s'est dit, bon, je vais lui mettre un peu de mercurochrome, tu vois, désinfectant. Quand elle m'en a mis, je te jure, la première fois qu'elle m'a mis du mercurochrome sur l'abcès, j'ai sauté au plafond, tu vois, tellement j'ai eu mal. Mais c'était la première fois et on n'était pas censé savoir ce que c'était. Et alors elle m'a mis, tu sais, des couches de sparadrap, tu vois. C'est même pas les petits pansements adhésifs spécialement conçus pour ne pas adhérer à la peau, tu vois. C'était vraiment les sparadraps mercurochrome. Donc elle m'a mis vraiment le kit mercurochrome complet, quoi. Le pansement mercurochrome et le liquide rouge mercurochrome, tu vois. Elle s'est dit peut-être, voilà, elle s'est dit comme toutes les mamans qui veulent soigner leur enfant, elle s'est dit, bon, je vais lui mettre ça, et ensuite, il va se reposer, il va faire une petite sieste demain, et demain, ça va se résorber, ce sera terminé. Le lendemain, samedi, quand elle a vérifié la plaie avant que je prenne ma douche, elle a vu ça, elle a vu que c'était encore plus rouge ou foncé en fait, c'était encore plus abcédé que la veille. Mais ce qu'il y a, c'est que à l'époque, j'avais pas cette présence d'esprit de me dire, j'ai ce problème-là, je vais aller aux urgences parce que c'est pas normal ce que j'ai, tu vois. J'étais comme tous les ados actuellement qui se posent la question sur ta chaîne YouTube ou tous les jeunes adultes qui se disent j'ai une grosseur au niveau du pli interfessier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai pas envie de montrer mon derrière au médecin? J'ai pas envie de montrer mon derrière à une infirmière? Non, 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 je vais me soigner chez moi et ça va passer. Ça, c'est l'erreur que tous les débutants font quand ils chopent un kyste pilonidal parce qu'ils ne savent pas que c'est un kyste pilonidal, ils ne savent pas ce que c'est. Mais la chose qu'on a tous peur au moment des faits, c'est de se dire je vais chez un médecin et je vais lui montrer mon cul. Voilà, très clairement, je vais lui montrer mon derrière. Et j'ai pas eu cette intelligence, cette réflexion de me dire maman, viens, on va aller aux urgences et ils vont voir ce que c'est. Non, ce que j'ai fait, c'est que vendredi j'ai eu l'abcès, samedi, dimanche j'ai enduré la souffrance et lundi j'ai été voir mon médecin généraliste. C'est dans une clinique sociale, on appelle ça une maison médicale ici à Bruxelles. Donc j'étais voir, c'était une maison médicale et j'ai été voir mon médecin généraliste le matin à la première heure. Ensuite, dès que j'arrive donc à la maison médicale, à la consultation, mon médecin de famille m'accueille dans son cabinet
Et j'étais avec ma mère, hein, et je lui explique la situation. Je lui dis, écoutez, docteur, voilà, j'ai un gros problème au niveau du derrière, tu vois. Et elle a cru que c'était au début, quand je lui expliquais ça, elle a cru que c'était un hémorroïde, tu vois. Et en fait, c'est pas un hémorroïde, parce que l'hémorroïde, ça se trouve dans le derrière. Là, c'était sur le pli interfécier, donc c'était sur la peau du derrière. Donc, tu vois, là, on est déjà dans un autre contexte. Alors, bon, je lui explique et tout. Et moi, dans ma tête, je me dis, je vais essayer de gagner du temps, histoire de qu'elle me rassure avec des mots et qu'elle me dise finalement que c'est pas grave. Mais tu sais, tous les médecins, quand tu leur expliques ta maladie, à un moment donné, ils vont te dire, Madame, Monsieur, veuillez enlever vos vêtements pour que je puisse consulter, pour que je puisse voir. C'est le moment le plus gênant, tu vois. Mais je me dis, bon, je suis avec ma mère est là, ça me rassure, tu vois. C'était ma première fois. Voilà, là maintenant, si tu me demandes d'aller chez un médecin et de lui montrer ma blessure, clairement que je ne vais pas rechigner, même si je suis tout seul, il n'y a pas de souci. Alors je me lève, voilà, je me prépare à lui montrer la blessure. Et quand elle voit l'abcès, elle me dit, ouh là là, monsieur, monsieur, voilà, elle m'a dit, voilà, ouh là là, monsieur, vous avez un abcès. Et moi, je dis, c'est quoi ça, tu vois? Je dis, mais c'est grave, tout. Elle m'a dit, bah écoutez, vous allez vous coucher et il va falloir que ben, je vide l'abcès, tu vois. Et moi, je pensais qu'au départ, je pensais que un abcès, ça voulait dire en gros, voilà, c'est une boule, tu la crèves et ça fait comme un ballon, quoi. Il n'y a que de l'air ou du sang qui va sortir. Et quand elle a percé l'abcès, moi, elle m'a pas fait d'anesthésie locale ou quoi, elle m'a pas fait un petit truc pour m'anesthésier la région. Elle a pris une espèce d'outil bizarre, là, c'est ce que ma mère m'a raconté. Elle a fait un trou, tu vois, elle a fait une petite incision. Quand elle a fait ça, j'ai senti comme un choc électrique, tu vois, mais j'avais pas super mal, hein. J'ai senti comme une petite décharge. Et puis, il y a eu du liquide qui est sorti, tu vois, du liquide purulent comme ça, tu vois, du pu, quoi. C'était du pu qu'il y avait à l'intérieur. Et ma mère, quand elle a vu ça, elle était choquée. Et alors, tu as le médecin comme ça qui commence à appuyer de manière frénétique, comme ça, très fort, tu vois, appuyer à fond sur le bouton. Et au fur et à mesure, tu vois, il y avait du pu qui sortait. Alors, elle a vidé le pu, etc. Bon, sur le moment même, ça m'a soulagé, je dis pas le contraire, parce qu'au début, tu sens une grosse décharge. Moi, c'était mon cas, hein. Tu sens une grosse décharge et puis ça soulage petit à petit. Quand le pu a été, enfin, quand l'abcès a été vidé entièrement du pu, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, elle a désinfecté. Là, quand elle a désinfecté, j'ai senti que ça piquait un peu, ça picotait un peu. Et puis à la fin, elle a mis une compresse, elle a mis un pansement adhésif par-dessus. Et puis elle m'a prescrit de l'isobétadine et des antibiotiques. Et elle m'a expliqué que maintenant, à la place de l'abcès, j'ai un trou, tu vois. Et que ce trou, bah, il va falloir qu'il cicatrise. Et pour qu'il cicatrise, il fallait que je revienne pour me faire des soins infirmiers, tu vois. Alors, je devais choisir soit des infirmiers à domicile, soit sur place, tu vois, que j'allais sur place. Alors moi j'ai choisi d'aller sur place parce que je pouvais encore marcher, c'était pas quelque chose de très grave. Mais là je t'explique, jusque-là, là on est vraiment dans le cadre du médecin généraliste pour l'instant, hein. Bah, jusque-là, je n'ai encore aucune connaissance du mot kyste pilonidal, hein. Ça c'est ce qu'il faut bien retenir dans cette partie du témoignage, c'est que pour l'instant, le mot de vocabulaire kyste pilonidal, je ne le connais pas. Là, on est vraiment dans le traitement, comme tout le monde, je veux dire, on est tous passés par là. La case débutant, c'est j'ai un abcès, je vais à l'hôpital ou en urgence, il me vide l'abcès du pus qu'il y avait à l'intérieur, et après, soit je fais des soins infirmiers à la maison, on me donne des antibiotiques pour que ça cicatrise, et puis je reprends le cours de ma vie. Là, franchement, pour l'instant, j'en suis à ce stade-là. Bah alors déjà, super présentation. Et c'est vrai que quand tu dis que les débutants, carrément j'ai dit débutants, mais genre quand la première fois que t'as ça, bah déjà t'oses pas en parler, c'est très vrai ça, j'étais pareil, et bah c'est clair que t'as pas envie de montrer tes fesses quoi, mais c'est vrai qu'après ouais, ben, on n'a pas trop le choix, mais c'est une très bonne remarque. Bah ouais, moi aussi, hein, c'est pareil, genre je cherchais des informations sur internet, il y avait des vidéos par-ci par-là, et je me suis dit mais c'est pas possible, je suis toute seule dans ce cas-là, c'est incompréhensible. Et du coup, bah, j'ai vu que j'en ai parlé et au final, il y a plein de monde
plusieurs personnes qui sont venues parler. J'ai lancé les témoignages et ça me fait plaisir que tu témoignes sur ma chaîne. Et tous les autres aussi qui ont témoigné, ça fait plaisir. Et du coup, toi, ouais, donc ouais, tu m'as choqué. Genre, je savais que les généralistes, ils pouvaient inciser, tu vois, mais je pensais qu'ils te mettaient, je sais pas, quand même, je sais pas, un petit peu d'anesthésie, quelque chose. Du coup, t'as dû quand même avoir mal. Et ouais, c'est vrai que ça soulage, mais wow. Et du coup, après ça, t'as eu tout ce qu'elle t'a prescrit, tu devais désinfecter par toi-même et tout. Donc, ouais, dis-nous ce qui s'est passé ensuite. Alors ensuite, l'histoire, c'est que bon, ouais, pour revenir aux anciens messages, hein, pour te dire que non, moi, elle m'a pas mis d'anesthésie locale. Quand je dis, bon, dans le sens douillet, ouais, ça fait mal, mais c'est pas non plus une douleur insupportable, hein. Bon, je vais te dire la vérité, la plupart des gens qui te disent par commentaire, ouais, j'ai souffert, ouais, voilà, tu vois, mais en vérité, franchement, c'est supportable. Alors, ça dépend du seuil de douleur de chacun. Moi, j'ai eu mal, c'est vrai. Je vais pas faire le cow-boy ou je vais pas faire le Rambo. Ouais, non, j'ai eu mal. Mais c'est, voilà, t'as mal sur le coup, c'est vrai. Après, tu sors du cabinet, tu marches un peu comme un cow-boy, hein, t'es comme un canard. Mais après, au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure des jours, ben, tu as moins mal. C'est tout à fait logique. En plus, on te donne des antidouleurs pour que tu puisses supporter un peu tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de... Franchement, c'est supportable. À ce stade-là, en tout cas, c'est supportable, il n'y a pas de souci. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, je vois. Et bah ouais, c'est vrai. Après, quand tu sors de l'hôpital, bon, toi, t'étais pas à l'hôpital, t'étais chez le médecin, mais après ça, quand on t'évacue, en tout cas, le pu, etc., on- tu te sens mieux, mais ouais, c'est vrai que marcher, tu marches bizarrement, tu sais. Ouais, donc du coup, je continue le témoignage. Donc à ce moment-là, après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais encore étudiant. J'étais en dernière année. Donc ici, en Belgique, nous, on dit c'est la réto. Donc la réto, ça signifie, en gros, c'est comme si je disais qu'en France, j'étais dans ma dernière année secondaire, donc j'étais au bac. Donc moi, en fait, j'étais en réto. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réto, on a un petit rituel, c'est qu'on fait un voyage de réto. Et on avait choisi d'aller à Londres. Et ça s'est passé dans la semaine où on se préparait pour aller à Londres, c'est-à-dire que moi, je t'avais dit que j'avais eu ce problème-là de l'abcès, c'était un vendredi. Donc j'ai dû attendre lundi pour aller me faire inciser cet abcès chez mon généraliste, qui m'a prescrit ensuite les soins à faire, plus les antibiotiques à prendre. Et du lundi donc jusqu'au jeudi, j'ai fait les soins, j'ai pris les antibiotiques. Mais le vendredi, le lendemain, donc vendredi, je partais en voyage de réto avec ma classe à Londres. Et voilà, j'ai pris mes antibiotiques avec moi, en cachette, hein, parce que j'avais honte de dire à ce moment-là que j'avais des problèmes de santé à ce niveau-là, au niveau du pli interfessier. Je pensais aussi que ça allait se résorber. Bon, j'ai pris les antibiotiques. Bon, allez, vendredi, j'étais déjà à un bon stade de cicatrisation, il n'y avait aucun problème. Je sentais une petite gêne, et ce que je faisais, c'était que ma mère m'avait donné des espèces comment on appelle ça? Tu vois, c'est des espèces de boules de coton, tu vois, que je mettais à cet endroit-là, que je calais à cet endroit-là pour, tu sais, c'était les moyens du bord, quoi. Je n'allais pas prendre une trousse de soins avec moi. J'ai pris le strict minimum, je prenais mes antibiotiques. Quand on déjeunait le matin, je les prenais en cachette. Vraiment, j'étais vraiment en mode, j'étais gêné, quoi, tu vois. Je voulais pas dire pourquoi je prenais des antibiotiques, mais j'étais vraiment gêné, quoi. Et bon, les antibiotiques, je les ai finis là-bas, hein. Ça a duré, je pense que quand je les ai pris vendredi, bah, quand je partais vendredi, bah, il me restait peut-être quoi, trois quatre cachets à prendre. C'était, voilà, il n'y avait aucun souci. Donc en revenant du voyage de réto, tout s'est bien passé. La plaie s'est cicatrisée, le trou était résorbé, il n'y avait aucun problème. Je finissais mon année, donc pour te dire, je n'ai même pas obtenu le bac, hein, voilà, ça c'est la petite anecdote. J'étais encore un petit étudiant paumé à ce moment-là. Mais je me suis dit, voilà, pour décompresser l'été, ben, je vais faire du sport, tu vois. Alors l'été, il a fait bien chaud, il y avait une canicule, c'était en 2012, 2011-2012, je pense, ouais. Enfin, je crois que c'était 2012-2013, ouais. C'était entre 2012-2013, une bonne canicule, il faisait bien chaud. Et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, on va aller faire un peu de sport. Moi, je faisais de la boxe anglaise à ce moment-là, j'allais à la salle.
je m'entraînais au fil des semaines. Et puis vers le mois d'août, tu vois, à un moment donné, je suis par terre, tu vois, sur le tatami, je suis occupé à faire des abdos. Et puis je sens d'un coup comme si on me plante une aiguille dans le pli interfessier, exactement là où j'ai eu l'abcès la première fois. Et là, je m'arrête, tu vois. Et ce qui s'est passé, j'ai eu un accident sur le moment même, pardon, j'ai eu un accident. C'est que j'ai senti comme flash, tu vois, à cet endroit-là, comme si tu t'asseyais sur une glace, en fait, tu vois, quand si bon, tu t'imagines la scène, en fait, tu veux t'asseoir sur un banc, et quelqu'un te fait une blague, il te met une glace, en fait, et au bout du compte, bah, tu t'assis sur la glace, et tu sens que bah, ça tache ton pantalon, tu sens cette sensation de pantalon taché, tu vois, mouillé, ben, j'avais ça. Mais heureusement que ce jour-là, j'avais un training foncé, noir, ce qui fait que quand, en fait, la plaie s'est réouverte, en fait, il y a eu un giclement de sang dans le sous-vêtement. Et heureusement que j'avais un training foncé, ça ne se voyait pas. Et tu vois, quand ça s'est produit, je me suis arrêté net comme ça, tu vois. Et je me suis dit, putain, non, ça ne va pas encore recommencer. Tu vois, là, j'ai compris que la plaie s'est réouverte. Et t'imagines que la sensation de giclement de sang mélangée à la macération avec, tu sais, la transpiration à ce niveau-là, ça m'a fait un cocktail explosif et j'ai souffert, ça m'a picoté, ça m'a démangé, limite ça m'a brûlé, tu vois, ça me brûlait quoi. Et puis je me suis arrêté. Heureusement que la séance de sport était bientôt finie, donc j'ai pris sur moi, je me suis levé, je me suis dit, bon, à partir de maintenant, je ne fais plus d'exercice au sol, je reste debout, je tape dans le sac, je fais du shadowboxing, bref, je fais de la corde à sauter, tout ce que tu veux, mais je ne me mets plus par terre. D'ailleurs, à chaque fois qu'on devait faire des exercices au sol, je masquais, je disais au coach, ouais, j'ai mal au dos, j'ai mal à la jambe ou quoi, tu vois, j'essaie de trouver des excuses. La séance s'est terminée, je suis rentré chez moi. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris une douche, tu vois. Je me suis appliqué un pansement à l'isobétadine à cet endroit-là. J'ai été voir ma mère et j'ai dit, maman, reprends rendez-vous chez le généraliste, on y va demain. J'ai eu la chance parce que ça m'est arrivé un lundi. Donc mardi matin, j'ai appelé la clinique médicale, enfin la maison médicale, pardon. Je l'ai appelé, je leur ai dit, il me faut une consultation avec mon médecin de famille et j'ai obtenu la consultation et j'ai été la revoir pour le même motif. Et donc c'est retour à la case départ chez mon médecin généraliste et je suis revenu pour le même problème. Cependant, à ce moment-là, j'avais en fait, je sais plus, je me rappelle plus si j'avais eu un abcès ou c'était juste une réouverture de la plaie avec une inflammation. Mais je sais qu'après, le médecin généraliste m'a dit, écoute, j'ai peur que tu as ce que je pense. Tu vois, elle m'a dit ça comme ça, elle m'a dit, j'ai peur que tu as ce que je pense en fait. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi ce que j'ai? Elle m'a dit, écoute, je vais t'envoyer vers un médecin spécialiste, un spécialiste en chirurgie gastro. Elle m'a dit, voilà, elle m'a dit, tu habites dans tel département, donc dans telle commune. Je vais t'envoyer chez un spécialiste. Elle m'a envoyé chez un gars qui se trouve à un hôpital, tu vois, qui s'appelle Sainte-Élisabeth. Et cet hôpital, donc j'étais voir ce gars, et quand il a vu la blessure, il m'a dit, ouais, monsieur, vous avez, enfin, je fais en avance rapide, hein, j'étais le voir, il a vu la blessure, je me suis encore une fois penché pour qu'il puisse regarder, ça m'a un peu gêné, j'étais avec ma mère. Et le gars, tu vois, il était froid, tu vois, c'était un chirurgien, mais il était un peu froid, il était pas très chaleureux, le mec. J'ai pas trop aimé sa démarche, tu vois, parce que ce chirurgien, ce qui m'a un peu agacé avec lui, c'était qu'il n'était pas clair dans ses intentions durant la consultation. Alors le gars, il me dit, ouais, monsieur, vous avez un kyste pilonidal. Alors c'est à ce moment-là, c'est entre 2012 et 2013, là on est à la rentrée scolaire, on m'annonce que j'ai un kyste pilonidal. Alors là, moi je fais, ah, c'est quoi ça un kyste pilonidal? Alors il m'explique, à ce moment-là, c'est dû à quoi? Il m'explique c'est quoi un kyste pilonidal et il m'explique en gros que c'est la friction des poils qui se trouvent dans le pli interfessier qui fait que ben, ça casse, puis ça pousse dans la peau, puis ça crée des trajets fistuleux dans la peau. Puis après, au fond, ça forme une coque et cette coque, dans cette coque, bah, il y a un kyste qui est là, quoi. En gros, c'est ça, tu vois. Et ce qui fait que bah, les trajets fistuleux créés par les poils qui ont cassé, c'est ce qui fait que, par exemple, tu as au niveau de ton pli interfessier, bah, tu as des fossettes
qui font, dans lequel va sortir du liquide purulent, du sang mélangé avec la transpiration, mélangé avec du sébum. J'ai entendu aussi, c'est un liquide qui est produit par la peau. C'est un liquide graisseux naturel qui est créé par la peau pour protéger la peau des bactéries à l'extérieur. Tout ça font que ça fait un cocktail qui peut se transformer qui peut infecter ta peau, etc., créer des abcès, créer des phases chroniques et aiguës qui font que des fois tu as mal, des fois tu n'as pas mal, et puis des fois ça peut dans les pires des cas se transformer en abcès. Il m'a expliqué ça en long et en large, mais il m'a dit, monsieur, voilà, il m'a dit, va falloir que vous reveniez pour une deuxième consultation pour que nous puissions observer la blessure dans de meilleures conditions, parce qu'en fait, en gros, je t'explique, voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, pas non plus parler on n'est pas non plus là pour trop parler de mon derche, mais en gros, il voulait que je me rase le derrière complètement, que ce soit clean, clean, clean de A à Z, pour qu'il puisse vraiment poser un diagnostic concret, tu vois. Et il m'a dit, tu prendras des antibiotiques parce qu'il a dit, il a vu que la plaie était purulente, donc il y avait du liquide qui sortait de la blessure. Et il a dit, il faut que tu fasses. Eux, en fait, ils savent ça, hein, parce que tu sais, le pus, il a une odeur particulière. L'infection, ça a une odeur particulière. Et il a senti que ça sentait l'infection. Et il m'a dit, je vais te donner des antibiotiques, mais entre-temps, tu vas me raser. Il a dit comme ça, il a dit, tu vas me raser ce derrière. Et elle m'a dit ça doit être propre, clean pour que je puisse poser un diagnostic et voir éventuellement une date pour une opération. Il a dit parce que la seule manière de guérir du kyste pilonidal, ça ne sert à rien de te donner des antibiotiques, ça ne sert à rien de te donner des crèmes hydratantes. Il a dit la seule solution, il l'a dit à moi, puis il s'est tourné vers ma mère et il a dit ça à ma mère. Il a dit madame, la seule solution c'est une opération. Il a dit l'opération n'est pas une opération grande, il a dit c'est pas une opération lourde, mais il a dit le problème c'est les soins post-opératoires. Parce que les soins post-opératoires, il faut qu'une infirmière vienne lui changer les pansements tous les jours, soit en cabinet, soit à domicile. Ouais, tu t'es un peu étendu, mais il n'y a pas de mal, on est tranquille, c'est bien. Plus il y a de détails, mieux c'est. Au moins, là, on aura bien, bien la chronologie. Et bah ouais, c'est clair qu'on est pas mal gêné, ça c'est sûr. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, que veux-tu. Et ta réouverture que t'as racontée quand t'étais à la boxe, là, oh là là, je n'ai jamais entendu une réouverture pareille. Même moi, je n'ai pas connu de réouverture aussi violente. Comment tu l'as raconté, en tout cas, ça me semblait violent jusqu'à que tu l'as vraiment senti éclater, quoi. Parce que moi, chaque fois que j'ai eu une réouverture, c'était chez moi vers 2 heures du matin. Enfin bref. Et ouais, c'est chiant quand les chirurgiens sont froids. Ça, par contre, ouais. Le premier chirurgien que j'avais, il était pas top. Donc, c'est compréhensible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les infections, ça pue. Ça pue tellement. Mais ça pue. Le pu, il porte bien son nom. Et ouais, les soins post-opératoires, ça aussi, c'est vrai que c'est... En fait, enfin, tu me diras, toi, mais moi, je trouve que c'est le truc euh, le plus stressant. En soi, l'opération, tu vois, tu peux avoir de l'appréhension par rapport à l'opération, mais le plus dur, c'est pas de se faire opérer, c'est plus avoir la patience derrière pour que ça se referme, quoi. Ouais, et puis voilà quoi. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit. Au bout d'une semaine, je suis revenu avec la zone bien dégagée. Et à la place donc de la blessure qui avait encore une fois cicatrisé, même ma mère elle a vu ça, elle a dit que à la place d'avoir un trou, j'avais une ligne, tu vois, bien bien verticale comme ça, tu vois, une petite ligne verticale, donc ça avait cicatrisé de manière linéaire. Et le gars il m'a proposé une date pour me faire opérer, et moi je lui ai dit écoutez, je pense qu'on était au mois de, ouais, quand je suis parti le voir, on était en septembre, fin septembre. Donc je suis revenu vers la mi-octobre. Et le gars, il m'a dit, ouais, il m'a fait, voilà, il faut vous faire opérer. Parce que là, vous êtes dans la phase chronique, vous êtes pas, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'abcès, il n'y a pas d'inflammation. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une date d'opération pour
enlever le kyste. Et là, il a expliqué, il a dit le kyste sera retiré dans sa totalité. Mais un truc que j'avais pas capté avec ce chirurgien dès le départ, parce que là, c'est ma première opération, c'est en 2013-2014. Tu sais, je dis des dates comme ça, des fois je dis 2012, 2013, mais je sais que j'ai été opéré en fin 2013. Donc pardon si je mélange un peu, si je suis pas très précis à une année près, mais je sais que j'ai été opéré en 2013. Fin 2013, début 2014. Donc ouais, je crois que j'ai été opéré en janvier. Ouais, moi, je me rappelais que la première fois c'était au mois de janvier. Voilà, voilà, c'est 2014. Pardon, si je me confonds dans les dates, je tiens à m'excuser d'avance, mais je sais que j'ai été opéré en janvier 2014 la première fois. Alors, le gars, il m'a dit, je vais vous donner une date d'opération. J'ai dit, écoutez, moi je suis en période, j'ai bientôt mes examens de Noël, je peux pas me permettre de stopper l'école et tout. Alors le gars, il m'explique, il me dit, bah écoutez, on va vous convenir d'une date. Moi, je peux vous opérer à telle date. Dites-moi si ça vous convient. C'était à la rentrée 2014. J'ai dit, ok, ben on fait ça pour janvier. Je suis parti, donc le temps passe, je commence à me préparer psychologiquement, mais il y avait un truc qui m'avait frappé avec ce chirurgien, c'est maintenant que je m'en rends compte, hein, après plusieurs années où je me suis fait opérer chez lui, parce qu'il faut savoir que je me suis fait opérer 2 fois chez ce gars, hein. La première fois, je n'ai pas posé de questions. J'étais un étudiant, moi tout ce que je voulais, comme tous les étudiants débutants qui ont cette maladie, je parle vraiment dans le cadre d'un étudiant qui a cette maladie, hein, pas pour quelqu'un qui travaille ou quoi, hein. Là, je me mets vraiment dans la peau de l'étudiant que j'étais il y a au moins 7 ou 8 ans. Et je me disais, tout ce que je veux, moi, c'est qu'on m'enlève ce kyste et que je puisse reprendre le cours de ma vie. Voilà. Parce que pour moi, opération est égale guérison, tu vois. Je pensais même pas à la récidive à ce moment-là. Alors, je me fais violence, j'attends, puis le jour de l'opération arrive. Déjà, le mec devait m'opérer, je pense, à 10 heures du matin. Le mec, je l'attends jusqu'à 16 heures. 16 heures, toujours pas de nouvelles. Je suis passé sur la table d'opération à 11 heures du soir. Je suis resté, de base, tu dois rester à jeun pour te faire opérer en anesthésie générale. Le mec, il m'a laissé à jeun, je crois, 24 heures. C'est un truc de fou. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Voilà. Et puis, il s'est excusé à un moment donné dans la salle de réveil, tu vois, avant que je me fasse opérer, dans le local, là, il me laisse dans un espèce de local en attendant. Il m'a dit, je tiens à m'excuser, il y a eu une urgence et tout, donc j'ai dû faire vite. Mais il a dit maintenant, voilà, il m'a dit, je suis à vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et c'était la première fois que je me faisais vraiment opérer depuis toujours, tu vois. Première fois que je passe sur une table d'opération. J'étais un peu stressé, j'étais pas bien, mais ils m'ont fait une anesthésie générale, ils m'ont pris en charge, ça s'est bien passé. Et au bout d'une heure, 1 heure et demie, je me suis réveillé, salle de réveil, puis ils m'ont ramené dans la chambre. Et voilà, il m'a opéré, donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Quand je me suis réveillé, ben, j'étais couché sur le dos avec une sonde, comment on appelle ça? Enfin, une intraveineuse avec des antidouleurs, donc je sentais rien. J'étais dans le gaz. J'ai passé la nuit, j'ai dormi. Ma mère est venue le matin, elle est restée avec moi jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Donc je suis sorti. Donc en fait, quand tu te fais opérer, ce qui se passe, c'est qu'au réveil, donc tu es réveillé en salle de réveil, tu es ramené à la chambre. Toujours, ben, si c'est la nuit, tu passes la nuit. Si c'est le jour, ben, ça dépend. Si tu t'es fait opérer tôt le matin, ben, en général, hein, il te libère dans l'après-midi ou en début de soirée. Ça dépend en fait des hôpitaux. En fait, chaque hôpital a son protocole. Il y en a certains, ils vont te dire, on te garde une nuit en observation. D'autres, ils vont te dire, écoute, monsieur, tu peux rentrer chez toi. Moi, ils ont décidé de me garder la nuit parce que voilà, ils n'allaient pas me laisser partir à 4 heures du matin. Ils m'ont dit, t'es là, donc passe la nuit et repose-toi. Le lendemain, à 7 heures, une infirmière est venue pour me changer mon pansement et me donner le petit-déj. Et ils m'ont dit, mange et bois un petit café. Et quand tu seras prêt, bah, tu fais ton passage à la toilette. Parce qu'en fait, chaque hôpital a un protocole spécifique qui est lié à l'anesthésie générale. C'est que quand tu te fais opérer en anesthésie générale, tu dois d'office passer à la toilette. Donc, tu dois faire ton petit pipi, voilà, hein, disons-le clairement. Tu dois faire
tu dois faire ton pipi pour évacuer l'anesthésie générale par les urines. Et après, là, à ce moment-là, tu peux commencer déjà à t'habiller tout doucement. Tu es réveillé, tu t'habilles à ton aise, on t'enlève l'intraveineuse, on te donne à la limite un cachet, un calmant pour la route. Et après, tu rentres chez toi, tu te reposes et tu continues tes soins post-opératoires à domicile ou en cabinet. Eh ben, moi, ils m'ont relâché le lendemain vers 14 heures. Donc, tout ce que je t'ai dit, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis rentré chez moi. Ma soeur est venue me chercher en voiture avec ma mère. Donc, je suis rentré. Et j'avais une prescription du médecin. Il m'avait encore donné des antibiotiques. Il m'a donné des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Il m'a même donné une espèce de pot c'était une gelée comme ça, tu vois, que tu prenais à la cuillère. C'est pour fluidifier le transit intestinal, pour éviter d'être constipé. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait mes soins infirmiers, et là, je ne le savais pas encore, tu vois. Jusque-là, je me disais, je ne sais pas ce que j'ai à cet endroit-là. Est-ce que j'ai un trou ou est-ce que j'ai des points de suture? Ce n'est que quand j'ai fait mes soins infirmiers au cabinet de mon médecin, parce que le cabinet, en fait, c'est la maison médicale, c'est une clinique qui regroupe des médecins et des infirmiers. Donc l'infirmière a vu la blessure, elle a dit, j'ai demandé, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, madame, ça ressemble à quoi? Elle m'a dit, vous avez monsieur des points de suture. Donc vous avez une plaie qui a été faite par l'opération, donc le kyste a été retiré, et le chirurgien, il a recousu la plaie, les berges de la plaie avec des points de suture. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il m'a jamais dit qu'il allait me faire des points de suture. En fait, au moment de l'opération, enfin au moment de la consultation, des 2 premières consultations que j'ai chez lui, il n'a pas été clair à ce sujet. Il m'a pas dit qu'il allait me laisser une plaie ouverte. Tu vois, on appelle ça l'excision lay open. Tu vois, c'est quand on te laisse une cavité ouverte dans laquelle on va dans laquelle on va nettoyer, mettre des compresses, etc., mettre un pansement et laisser la plaie bourgeonner de l'intérieur pour que la cicatrisation se fasse naturellement. Non, il m'a pas dit ça, le gars. Il n'a pas été clair là-dessus. Il m'a dit, on doit vous opérer, vous enlever le kyste. Mais il m'a jamais dit, oui, écoute, moi je pratique l'opération avec point de suture ou je pratique l'opération en excision lay open. Non, le gars, il m'a opéré et il m'a laissé rentrer chez moi. Ce n'est que quand j'ai été faire mes soins infirmiers dans le cabinet que j'ai compris qu'en fait, le gars, il a refermé la plaie avec des points de suture. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai rien dit parce que j'étais étudiant et honnêtement, hein, je ne vais pas le cacher, entre une convalescence de 15 à 20 jours avec des sutures et une convalescence de 3-4 mois avec une excision lay open, là, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, bah, Dieu merci, le mec a certainement, il s'est dit, ce gars-là, c'est un étudiant, je vais lui faire des points de suture, comme ça, il ne perd pas son année en cours, tu vois. Alors, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu 15-20 jours de congé, j'étais chez moi à la maison, j'ai donné un certificat à l'école, tu vois, j'ai envoyé un pote à moi, il a été déposé un certificat, et ils m'ont laissé tranquille pendant 15-20 jours, et je suis revenu. Après 15-20 jours, ils m'ont retiré les points de suture, et le lendemain, je suis parti à l'école avec un pansement à la place, que j'ai gardé pendant une semaine, et puis ça m'a fait une cicatrice une cicatrice linéaire, et puis voilà, j'ai repris le cours de ma vie, j'ai fini mon année, je l'ai validé, j'étais content. Et puis voilà, là on entrait dans l'année 2015, puis 2016, puis 2017. Et en 2017, j'ai eu, une réouverture de la cicatrice. Là, on est dans le round numéro 2, c'est la réouverture de la cicatrice. Et là, c'est là que les ennuis ont recommencé. Ah ouais, l'histoire. Purée, c'est pas cool ce qu'il a fait, le chirurgien. De pas te dire et tout. Oh là là, comment il t'a mal expliqué. Ça, c'est pas bon, ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, en 2019, bah, il y avait déjà un peu plus d'informations sur ça. Il y avait des blogs, il y avait des sites et tout qui en parlaient. Et perso, je savais qu'il y avait la suture ou la plaie ouverte et tout ça, nana. Mais bah, il me semble que, ouais, bah, avec les sutures, c'est un peu plus. Il y a plus de risques de réinfection de ce que j'avais lu sur internet, hein. Mais bon, après, ça dépend des gens. Et ouais, c'est clair, je comprends ton point de vue sur. Bah, je suis pareil en fait. Bah, je l'ai eu à 19 ans, 20 ans, moi aussi, mon premier kyste, comme toi. Et c'est vrai que
T'as pas envie de te faire opérer déjà, et t'as pas envie d'arrêter le cours de ta vie, ça c'est clair. Et t'as juste envie de... On te retire le kyste et qu'on te laisse tranquille en fait. Mais les kystes pilots, c'est pas comme ça. Donc du coup, second round, vas-y, je t'écoute. Ah ouais, avant d'expliquer le second round, je voulais juste préciser que, bon, je me suis fait opérer en 2014, mais quand même, hein, j'ai eu une réouverture de la cicatrice. Donc, j'ai été opéré en hiver 2014 et en été 2014 de la même année, j'ai eu une réouverture de la cicatrice. J'ai été voir le chirurgien qui m'avait dit non, t'inquiète pas, t'as pas de récidive. Il m'a represcrit des soins à faire chez l'infirmière. Ça s'est rebouché, donc le trou s'est rebouché. J'avais pas d'infection, pas de pus, quoi que ce soit, c'était juste une réouverture. Il m'a dit tu dois aller chez l'infirmier, il va te mécher la plaie et mettre un pansement à l'isobétadine à l'intérieur et tout se passera bien, ça va se résorber. Ensuite, 2015-2016, aucun souci. Puis 2017, réouverture de la plaie avec écoulement, écoulement tout simplement. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais entamer le second round. Ah oui, paraît-il que on a un chirurgien en commun, dans le sens où il m'a dit exactement la même chose, mon premier chirurgien. Chaque fois que j'avais des infections, il me disait que c'était rien, que c'était normal. Bon, Le second round. Le second round, pareil, à un moment donné, je vais à la salle. Là, j'avais changé de salle de sport, donc je partais et tout. Et puis, à la fin de la séance de sport, je me rends compte que, ben, en rentrant chez moi, mon sous-vêtement était taché, tu vois. Et ce jour-là, je portais un sous-vêtement clair, donc un calbar, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un caleçon un peu plus clair. J'avais vu qu'il y avait des taches qui étaient un peu plus prononcées, tu vois. Et c'était, tu vois, on va dire le sang, c'était une tache de sang séché, mélangée encore une fois avec un liquide purulent, comme d'hab. Ben, moi, j'ai pas de bol à ce niveau-là. Et là, deuxième round, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise dès que tu vois cette couleur, tu vois, ça a une couleur bien spécifique, tu sais que c'est une récidive. Au fond, tu veux pas y croire. Tu te dis non, c'est peut-être un problème. Non, c'est une récidive. Et la récidive, elle est réapparue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis directement reparti pour aller voir le même chirurgien qui m'a opéré. Et le gars, il m'a dit, ouais, monsieur, désolé de vous le redire, mais vous avez une récidive du kyste. Il va falloir réexciser la plaie, enfin le kyste. Enfin, va falloir vous réopérer pour vous enlever le kyste. Et l'erreur que j'ai faite, c'était de revenir chez ce chirurgien parce que je me dis, ok, il connaît mon problème, il a mon dossier, donc il va potentiellement, il va changer sa tactique. Il va peut-être se remettre en question, il va peut-être changer sa tactique et bien me l'enlever, tu vois. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était en 2017-2018, j'étais dans une phase de recherche d'emploi, donc quelque part j'avais du temps à tuer, tu vois. J'étais dans une phase où je me disais, je peux me permettre d'être en convalescence et de justifier voilà, le fait d'être chez moi, me reposer au lieu de chercher un emploi, le temps de me remettre sur pied au niveau de ma santé. Mais au final, voilà, qu'est-ce qu'il a fait ce chirurgien, cet enfoiré? Enfin, je ne vais pas être vulgaire non plus, mais il m'a charcuté de la même manière. Et il a remis des points de suture. Et là, j'ai compris que ce gars-là s'est foutu de ma gueule, tu vois, et que ça m'a énervé. Je dis clairement, ça m'a agacé parce que, au final, quand je lui dis, mais pourquoi vous avez suturé la plaie? Là, clairement, tu vois, quand je l'ai revu la seconde fois après l'opération, parce qu'après l'opération, j'ai été le revoir et tout pour qu'on consulte l'évolution de la cicatrice, même avec des points de suture. Tu vois, tu as toujours un petit suivi, tu vois, moins long que si tu avais une excision classique avec plaie ouverte. Et le gars, en fait, il m'a dit non, 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 pourquoi vous voulez-vous que je laisse la plaie ouverte moi, j'ai retiré le kyste et voilà, je vous ai mis les points de suture pour que vous guérissiez plus vite, tu vois, pour que vous n'ayez pas 3-4 mois de changement de compresse et de pansement, etc. Je dis ouais, mais quand même, c'est pas non plus un peu risqué de toujours suturer des plaies comme ça. Puis le gars, il me dit non, non, vous inquiétez pas, cette fois-ci c'est la bonne et tout.
Je lui ai fait confiance. J'ai dit, OK, pas de problème. Je suis parti. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Alors là, on est en 2017, hein, donc 2017-2018, pas de problème. Fin 2019, début 2020, l'année passée, donc janvier 2020, j'ai une réouverture, encore une fois, de la plaie. Euh, et là, j'ai compris que c'était encore une fois. En fait, à chaque fois, hein, je me répète, hein, désolé, je me répète, mais c'est à chaque fois le même problème. C'est une réouverture avec du liquide. Tu vois, si c'est une bête réouverture et qu'il n'y avait rien, à la limite, je me dirais, ok, c'est la cicatrice qui a cédé, la peau, comme elle est plus fine que la peau d'origine, bah, forcément, il y a des risques de réouverture, tu vois. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que voilà, et à chaque fois, c'est une réouverture et c'est aussi comme une excroissance en fait. C'est la peau qui gonfle un petit peu, puis tu as un trou qui se forme et puis tu as du liquide qui sort, tu vois. Et là, tu comprends que c'est une récidive parce que c'est ça en fait ce que provoque le kyste. Le kyste, en fait, c'est un trajet fistuleux et du coup, dans lequel il y a du liquide qui sort, du liquide purulent qui sort. Et là, purée, là, je commence là, j'ai pété un câble. Je dis, mais ça va jamais se finir cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive et tout? Je commence à perdre foi en la médecine. Je me dis, mais ils se foutent de la gueule du monde. Ces gens-là, ils croient qu'ils nous soignent et tout. Ils nous font des opérations et à la fin, ils nous charcutent comme des viandes à l'abattoir. Et en fait, tout simplement, moi, j'étais agacé. J'étais au bout de ma vie. J'en avais ras-le-bol. Et je me disais, tu sais quoi? Je vais changer de médecin, je vais changer de chirurgien parce que j'en ai marre, tu vois. Comme quoi, quand tu as un établissement à deux pas de chez toi, c'est pas nécessairement le meilleur, tu vois. Donc, janvier, comme je l'avais précisé au tout début du témoignage, c'est pour vraiment faire la chronologie, hein. J'ai été voir un spécialiste en gastro dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Erasme. Et c'est un hôpital qui est toujours dans ma ville, à Bruxelles, hein, et qui est reconnu à l'international. C'est un hôpital dans lequel énormément en fait, en gros, c'est un hôpital universitaire, tout simplement, et donc reconnu à l'international. De grands professeurs viennent y enseigner et pratiquer la médecine de toutes les spécialités. Et j'ai été rencontrer donc un autre spécialiste. Et là, dans ce round numéro 3, donc c'est là que le round numéro 3 commence, c'est là que ça s'est enchaîné très rapidement. J'ai été le voir une fois. Il m'a dit, écoutez, votre plaie c'est ouverte, mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va vous donner de quoi vous soigner. La plaie va se refermer. Et ensuite, on va refaire une consultation pour essayer de programmer une opération. Parce que en fait, les chirurgiens, quand ils savent que tu as un kyste, tu vois, ils vont pas te dire directement, hop, on va t'opérer, on va te soigner. Pourquoi? Parce que, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas cette logique, mais moi, je me suis renseigné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne m'opérez pas, en fait, directement, genre en mode urgence? En fait, ils disent que les chirurgiens n'opèrent jamais sur du tissu qui peut être potentiellement infecté, parce que s'ils font ça, le gars il peut choper une infection, ça peut se généraliser, ils peuvent choper une septicémie. Je pense qu'il y avait une fille qui avait témoigné dans ta vidéo, je pense qu'elle en avait parlé, elle avait chopé genre une septicémie pendant l'opération, sa convalescence. Tu vois, c'est pour éviter ce genre de problème. Donc ils préfèrent d'abord que tu te soignes complètement à ce niveau-là, qu'il n'y a plus de problème au niveau de la plaie, qu'elle se referme et qu'elle se cicatrise, que tu retournes en gros dans ta phase chronique où tu n'as plus mal, où tu n'as plus d'écoulement ou d'infection. Et ensuite, tu reviens pour reprogrammer une date pour te faire opérer, pour te le faire enlever. Voilà. En gros, ils appellent ça la chirurgie à froid, tu vois. Ils t'opèrent à froid, en gros, tu vois. Okay, t'as pas de problème. Moi, c'est ce qui s'est passé en janvier 2021. Donc, le 8 janvier 2021, je me suis fait opérer. Je pense qu'il y a combien? 14 jours, c'est ça? 2 semaines, ouais, il y a 2 semaines. Voilà. Et je me suis fait opérer, et je me suis fait opérer à froid, mais dis-toi que c'est même pas lui qui m'a opéré. Parce que lui, après, il a eu des problèmes de santé, ce spécialiste, et je me suis fait opérer par un de ses collègues. Mais là où je vais me donner une précision importante dans cet hôpital, c'est que tu vois la différence d'organisation, tu vois la différence de professionnalisme qu'il y a là-bas, c'est que le gars, dès la première consultation, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoutez monsieur, voilà, moi je me suis fait opérer 2 fois,
et par 2 fois, on m'a suturé la plaie. Le gars, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, comment? On vous a opéré avec des points de suture à la fin. Enfin, en gros, on a refermé la plaie avec des points de suture. Je dis, oui, monsieur. Il m'a dit, mais non, mais enfin. Mais il a dit, c'est pas. Il m'a dit, en fait, il a eu une réaction un peu, il est surprenant, tu vois, il était surpris, mais il s'est dit, il m'a expliqué très clairement que cette méthode utilisée dans le cadre de l'ablation du kyste pilonidal, elle n'est pas interdite, tu vois. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi on n'interdit pas cette opération, ce type d'intervention. Il m'a dit, en fait, il y a 2 cas d'école. Il y a des hôpitaux qui pratiquent la suture de la plaie après excision du kyste pilonidal, et il y a des hôpitaux qui pratiquent le lay open, donc la cicatrisation à ciel ouvert. Il a dit, nous, clairement, c'est la cicatrisation à ciel ouvert. Nous, on est catégorique. On n'utilise pas les points de suture, on utilise le lay open. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi, au final, il a dit, parce que le taux de récidive en lay open, en cicatrisation à ciel ouvert, présente un taux de récidive de 5%. Et il a dit, le taux de récidive pour les points de suture, c'est 50%. Donc, tu vois, tu t'imagines le truc, cicatrisation à ciel ouvert, tu as 95% de chances de guérir, et avec les points de suture, tu n'as que 50%. Donc là, on est clairement dans un choix, tu vois, là, clairement, tu raisonnes différemment. Tu te dis, bon, tu choisis ces 15-20 jours de galère avec une peur que ça récidive. Tu as une chance sur 2 que ça récidive, donc ça m'est arrivé 2 fois. Donc on peut clairement dire que moi j'ai eu 100% de chance de récidive vu que je me suis fait opérer 2 fois de cette saloperie. Mais voilà, j'ai eu devant moi un chirurgien qui m'a clairement dit ses intentions, qui m'a dit nous on pratique le ciel ouvert, donc cicatrisation avec méchage quotidien de l'infirmière à domicile ou en cabinet, c'est vous qui voyez. Ça dépend de votre condition, si vous arrivez à vous déplacer ou quoi. Moi, j'ai opté pour des soins à domicile par ma mutuelle. Donc, je paye une mutuelle. Ils m'envoient des infirmiers tous les jours. Ils sont 3, hein, c'est 3 qui se relaient pour me changer mes pansements et tout va bien. Donc, tout simplement pour dire, voilà, le gars, il m'a opéré. Enfin, c'est pas lui qui m'a opéré, pardon. C'est pas lui qui m'a opéré. Parce que le jour J de l'opération, il a eu un problème de santé. Et alors, il y a des gars qui sont venus me voir, des assistants du chirurgien qui sont venus me voir et qui m'ont dit, monsieur, voilà, on a un petit souci, le chirurgien qui doit venir, il n'est pas là, il est malade, tu vois, il a des problèmes de dos, je sais pas quoi. Mais il a dit, nous vous rassurons, votre dossier médical a été transmis à un de ses collègues qui va prendre en charge l'opération et on est au courant de tout. On est au courant des récidives que vous avez eues. On est au courant que l'excision du kyste se fera à ciel ouvert, c'est-à-dire que on ne va pas refermer la plaie avec des points de suture. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, etc., etc. Et le gars qui va vous opérer, il est cool, il est bien et tout. Et d'ailleurs, il est venu me voir après l'opération, je l'ai vu hein, quand il est venu me voir à la chambre. Et il m'a même expliqué un truc, et moi j'étais choqué, tu vois. Il m'a expliqué comment s'est passée l'opération. Et il m'a clairement dit, lui-même, il a dit, voilà, il a fait, quand on a ouvert la cicatrice, quand on a constaté votre plaie cicatrisée, on a vu les points de suture. Parce que tu vois, les points de suture, ça laisse des traces sur la peau, tu vois. On a vu les points de suture, et il a dit ça, monsieur, voilà. Il a dit ça, monsieur, ça ne fonctionne pas. Il a dit, par contre, là, on a excisé le kyste, donc on l'a retiré dans sa totalité. Maintenant, vous avez une cavité ouverte, certes, mais il a dit là maintenant ça va marcher. Et tu vois, ce que j'ai aimé dans cet hôpital, c'est déjà de base, c'est la meilleure prise en charge, elle a eu une meilleure prise en charge, et en plus de ça, l'information, la communication, elle était claire. Je savais qu'en allant dans cet hôpital, j'allais me faire opérer avec la méthode classique, c'est-à-dire cicatrisation à ciel ouvert avec une cavité qu'on va devoir mécher, remplir, nettoyer, désinfecter à domicile ou en cabinet par des infirmières. Et sur mon certificat médical, je suis normalement en arrêt maladie pour jusqu'au 28 février. Donc eux, ils te disent 2 mois de cicatrisation. Et le mois prochain, le 11 février, j'ai rendez-vous avec le chirurgien pour un suivi de la cicatrisation. Bon, visuellement, je ne vais pas te mentir, en 15 jours, il n'y a rien qui a changé.
Visuellement, pour moi, la plaie est toujours profonde. La cavité en elle-même n'est pas si profonde que ça, hein. Elle fait, je crois, 3 ou 4 centimètres de profondeur. En diamètre, je dirais, en longueur, elle doit peut-être faire 5 ou 6 maximum. Mais je veux dire, par là, tu sais, le truc qui m'a vraiment surpris dans l'aspect de la visuel de la plaie ouverte, c'est que, ok, bon, c'est impressionnant, hein, quand j'ai vu ça au début, j'étais dégoûté. Et je peux te dire, là, je vais pas te mentir, ça m'a déprimé, tu vois, ça m'a déprimé. Bon, attends, je vais couper le message parce qu'il est extrêmement long, donc je vais refaire un second message pour t'expliquer la suite. Et je vais faire des messages un peu plus courts parce que 14 minutes de message, c'est hyper long, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment pour t'expliquer. Voilà, donc je continue le message. Je te disais, la vue de la plaie en elle-même, moi, ça a été impressionnant, ça m'a choqué. J'ai vraiment eu peur en voyant ça pour la première fois. Mais quelque part, j'avais pas de douleur, tu vois. Alors au début, ce que m'a dit l'assistante du chirurgien, elle m'a dit que, en fait, quand ils m'ont opéré, ce qui s'est passé, c'est ils m'ont opéré, ils ont ouvert l'ancienne cicatrice et ils ont constaté qu'il y avait une cavité, c'était vide. C'est comme si tu rentrais dans une grotte en fait et qu'il n'y avait rien, tu vois, il y avait un vide et ils ne comprenaient pas. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a pas, il a pas de peau, il n'a pas de chair en dessous. C'est quoi ce beans, tu vois? Et puis ils m'ont dit, ils ont continué à creuser, tu vois. Le chirurgien, en fait, il a regardé le fond de la cavité et il a constaté qu'il y avait au fond, il y avait un peu de chair, tu vois, il commençait à y avoir de la chair. Et là, il a constaté le kyste, en fait. Et donc ils ont ouvert la plaie, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de peau, il n'y avait rien du tout, il y avait un vide, en fait. Et alors, il a regardé un peu plus profondément, il a vu qu'il y avait de la chair et il a creusé. Et c'est en creusant dans la chair qu'il a trouvé le kyste. Et là, à ce moment-là, il a fait l'excision du kyste et il m'a expliqué, il m'a dit, l'assistante m'a dit que voilà, m'a dit, il y avait deux niveaux chez vous. Il y avait le niveau où il y avait un vide, il n'y avait rien, et puis il y avait le niveau d'en dessous. Là, c'est là que le kyste communiquait en fait avec la surface. Il y avait de la chair en dessous, puis le kyste se trouvait en dessous de la chair, et c'est là que on a trouvé le kyste et on l'a brûlé, quoi. On a creusé, puis on a retiré la chair contaminée, puis voilà, on a réséqué le kyste. Puis après, on vous a mis un pansement. Mais tu sais, maintenant, ça je t'explique, hein, c'est l'opération, l'ablation du kyste, c'est pas un truc super impressionnant pour eux, ils ont l'habitude de faire ça. Mais c'est vraiment pour dire qu'ils ont dit, le gars qui t'a opéré juste avant, il a fait de la merde en fait. Tu vois, il a réséqué le kyste, mais quand il a refermé la plaie, il n'a pas pris en compte le fait que la chair d'en dessous n'a pas repoussé en fait. En gros, la plaie n'a pas été comblée par de la chair, tu vois, en dessous de la cicatrice. Ce qui a fait que ça m'a laissé un vide, et au final, c'est pour ça que j'avais à chaque fois la cicatrice qui se réouvrait, tu vois, au niveau du pli. Et ça m'a rendu dingue, tu vois. J'arrive même pas, je trouve même pas les mots pour te dire à quel point j'étais dégoûté. Et quand l'assistante m'a expliqué comment eux ils ont procédé, j'étais déjà beaucoup plus rassuré. Tu vois, c'est là que tu vois que la communication, c'est très important quand tu as un kyste pyramidal, c'est que tu dois avoir toutes les informations claires pour avoir les meilleurs soins post-opératoires possibles. Tu dois avoir toutes les informations à ta disposition. Et les informations, tu ne les trouves pas sur Internet. Ce que tu trouves sur Internet, c'est des témoignages comme le mien, par exemple. Moi, je te dis sincèrement, mon témoignage, il est subjectif. Parce que les choses que je vais raconter encore par la suite, au niveau des soins post-opératoires que j'ai actuellement, ça va peut-être te surprendre, mais quand j'écoute les gens qui disent tous, oui, moi, on m'a méché la plaie, la cavité, moi, ben, pas du tout. C'est pas ce qu'on est en train de me faire pour l'instant, parce que j'ai contacté l'assistant du chirurgien pour lui demander pourquoi on ne me mèche pas la cavité avec des mèches. Il m'a expliqué en fait pourquoi. Il m'a expliqué pourquoi en fait il ne mèche pas. Et quelque part, actuellement, là je te parle, j'ai aucune douleur. J'arrive à m'asseoir. Bon, je ne me couche pas sur le dos, je me couche sur le côté ou sur le ventre. Mais quand je m'assieds, j'utilise un coussin spécial. Ça c'est un truc que j'ai anticipé il y a quelques années. C'est un coussin qui est prévu pour ce genre de plaie chirurgicale.
pour éviter en fait que le coccyx vienne compresser la zone du pli interfessier, pour en gros, pour que le coccyx ne soit pas en contact avec le fond de la chaise, tu vois, pour éviter qu'il y ait une compression à ce niveau-là et que ça réveille des douleurs. Donc, j'ai pas eu de douleur spécifique par rapport à la blessure, sauf évidemment pendant le changement des pansements. Je sens que l'infirmière travaille. La première semaine, ça a été un peu dur, hein, je ne vais pas te mentir. Il y avait des moments où j'avais moins mal et des moments où quand elle versait l'isobétadine dans la plaie et qu'elle nettoyait, purée. À un moment donné, j'étais là, je faisais des, excuse-moi, hein, je faisais des bruits de gonzesse, quoi. J'étais là, je faisais des ah, tu vois. Alors elle dit ah, pardon, je suis vraiment désolé, tout, c'est l'isobétadine. Parce qu'en fait, ils nettoient en deux phases, hein, la plaie. Hein. Ils prennent du sérum physiologique, donc ils nettoient au sérum physiologique, et ensuite ils nettoient à l'isobétadine pour désinfecter. Et après, ils posent des compresses avec du gel, l'isobétadine encore une fois, c'est une marque qui revient très souvent dans mon témoignage, du gel désinfectant isobétadine, et puis ils mettent des compresses, et après ils mettent un pansement, après ils mettent, comment on appelle ça? Ils mettent deux types de compresses, ils mettent une compresse classique, tu vois, pour absorber, en fait ils mettent une compresse classique, et puis je sais pas, après ils mettent une espèce de compresse absorbant, pour absorber les éventuelles sécrétions qu'il peut avoir. Mais ce qui est étonnant en fait dans ma blessure, au-delà du fait qu'elle est impressionnante visuellement, pour moi en tout cas, c'est une petite brochette, mais c'est pas non plus. Je dirais au niveau de la dimension, je dirais qu'elle fait la taille d'une petite balle de golf. Voilà. Et en gros, je dirais que moi en fait, ce qu'ils m'ont appliqué comme soin post-opératoire, c'est qu'ils m'ont pas mis de compresse. Enfin, ils m'ont pas mis de mèche à l'intérieur, pardon. En fait, la première semaine, ils m'ont mis ce qu'on appelle un pansement en tulle gras. Je sais pas si enfin, les compresses en tulle gras. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Alors, bon, je vais pas réagir à tous les petits détails que tu as dit, mais c'était super intéressant en tout cas. Ce que je voulais dire, moi, c'est que, ouais, il y avait effectivement un témoignage où il y avait une personne qui avait eu une septicémie. Je sais plus c'est quel témoignage, j'essayerai de le retrouver. Si c'est le cas, je le mettrai dans le i ou dans la barre d'infos. Je vais pas dire de bêtises, mais ouais. Et merci aussi d'avoir expliqué pourquoi ils opéraient pas directement. C'était bien expliqué. Moi aussi, je crois, enfin, on m'avait vaguement dit un truc comme ça, mais pas aussi précis que toi. Et franchement, c'est cool que t'es tombé sur des chirurgiens compétents qui t'ont rassuré et tout, et qui t'ont vraiment expliqué en fait ce qu'ils allaient faire. C'est quand même super important. Ils te charcutent quand même un peu l'intérieur de ton corps. Et bon, en même temps, les médecins, ils sont là, tu leur fais confiance directement. Voilà. Mais heureusement que après on tombe sur des personnes meilleures qui nous règlent nos problèmes. Et en plus, t'as 2 mois d'arrêt, donc ça c'est top. Moi, j'avais pas eu autant. Mais après, on était confinés, donc bon. Et c'est vrai que la plaie, en général, elles sont super impressionnantes. On n'a pas l'habitude de voir un trou comme ça dans, enfin, dans notre corps, quoi. C'est un peu normal. Et c'est un truc de ouf quand même, ce que ton premier chirurgien a fait, quoi. Genre, ce que t'expliquais avec les niveaux et tout, mais ouais, choqué. Genre, même moi, pareil, pas les mots. Voilà. Et bah, heureusement que t'es tombé sur un bon chirurgien qui a compris la source du problème. Sinon, là, tu serais encore, je pense, si t'étais encore avec l'autre, là. Et enfin, moi, perso, enfin, il m'avait prescrit de la bétadine aussi et tout, mais mon infirmière, elle m'en a pas appliqué. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais elle m'en avait pas appliqué, elle m'a laissé que le sérum aussi, et j'avoue qu'elle me mettait aussi de la bétadine au départ, mais ça me démangeait tellement, j'en pouvais plus, elle a arrêté de m'en mettre. Et ouais, le Tulgra, ouais, je connais aussi. En général, ouais, c'est ça qui prescrivent aussi, on m'avait prescrit ça les premières fois, enfin la première opération. Et mon infirmière, personnellement, elle a dit qu'elle n'utilisait pas ça. Donc elle voyait pas comment, enfin, l'utilité. C'était un truc fin, c'est pas vraiment une compresse, je crois pas que c'était vraiment une compresse, mais genre c'était un truc fin, gras. Et elle me disait que ça, enfin, il l'utilise plus pour les brûlures que pour les trucs comme ça. Donc je sais pas toi ce qu'ils t'ont dit par rapport à ça, du coup.
Ouais, excuse-moi, je donne beaucoup de détails, mais je vais essayer de synthétiser. Je vais essayer de pas dépasser la barre des 5 minutes parce que c'est vrai que c'est un peu long ce que je raconte. Mais en gros, pour moi, le tulle gras, ils m'ont expliqué que l'intérieur de la plaie, en fait, doit être humide. Tu vois, en fait, le tulle gras va favoriser un environnement humide et graisseux, si tu veux. Parce que le tulle gras, l'assistant m'avait expliqué que le tulle gras, c'est l'infirmière en plus. Attends, excuse-moi, je me mélange un peu les pinceaux. Je disais l'infirmière et tout. J'ai posé la question à mon pharmacien. Mon pharmacien m'a expliqué que le Tulgras, en fait, c'est une compresse fin, comme tu as dit, avec de la vaseline dessus, en fait. Et ça va permettre de. Ce Tulgras va créer un environnement dans la plaie qui va faire en sorte que la plaie soit graissée et un peu humide dans le sens où la plaie à l'intérieur ne va pas coller. Les chairs qui sont à l'intérieur ne vont pas se coller entre elles. Tu vois, c'est un truc du style, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Et du coup, le tulle gras va accélérer le processus de cicatrisation à l'intérieur. Je sais que le tulle gras, moi aussi, on m'a expliqué que c'était un pansement qu'on utilisait pour tout ce qui est escarre et brûlure. Mais dans mon cas, elle m'avait expliqué que euh, le tulle gras va être mis dans la cavité et la vaseline contenue dans le tulle gras va graisser l'intérieur de la plaie et ça va créer un environnement de cicatrisation, bazar, machin. Et j'ai dit, ok, d'accord. Moi, ça m'a pas posé de problème. J'avais une boîte de 10. D'ailleurs, dans la prescription, il était marqué soins infirmiers Flammatul, donc c'est la marque du tulle gras, pendant une semaine. Et ensuite, nettoyage et nettoyer au sérum physiologique et désinfecter à l'isobétadine, plus pansement sec. Voilà, c'était juste marqué ça. Et quand j'ai posé la question à mon assistant, c'est là que je reviens sur l'application des infirmiers, parce qu'il faut savoir que mes infirmiers qui se relaient pour le changement des pansements à domicile, il y a eu un petit conflit par rapport aux soins et tu avais chacun donnait sa version. L'autre il disait, mais monsieur, comment voulez-vous que à l'intérieur la plaie se referme? Il faut une greffe de peau. Je dis ok, d'accord. Donc un il me dit, il me faut une greffe de peau à cet endroit-là. L'autre qui me donne des marques de pansement qui coûtent un bras. Oui, je vous conseille de l'Aquacel pour le pansement. Oui, je vous conseille du Protosan pour le désinfectant parce que l'isobétadine, ça irrite la peau. Et la troisième qui voulait que j'achète une boîte de compresses absorbant que au final j'ai acheté et qu'on n'a jamais utilisé. Et il y avait un autre, enfin l'un des trois infirmiers qui est venu, qui a dit, écoutez, moi je vous conseille d'acheter des pansements, des compresses absorbantes américaines qui permettent d'absorber l'exudat. Et il faut savoir l'exudat qui est fait par la plaie, donc tous les liquides qui sont sécrétés par la plaie, etc. Hein. Mais moi, il faut savoir que bizarrement, ma plaie ne suinte pas autant que ça. Elle a quasiment, j'ai aucune sécrétion en fait, j'ai aucun exudat en fait qui sort de la plaie. Et c'est ça qui m'a alerté, c'est que, tu sais, moi j'entendais dans tes témoignages, il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, j'ai eu des infections, je pense, hein, ouais, j'ai eu des infections, j'ai eu du liquide, ça coulait blindé, ça puait, ça avait une forte odeur. Ah ben, crois-moi, moi je n'ai aucun souci par rapport à ça. Ma plaie ne suinte pas, il y a pas d'écoulement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas j'ai pas d'odeur particulière, mis à part peut-être l'odeur du sérum physiologique mélangé à celui d'isobétadine parce qu'il voilà, elle nettoie, etc. Mais j'ai pas de problème quelconque. J'ai pas d'inflammation, j'ai pas d'infection, j'ai rien. La plaie, elle est propre, clean. Et je t'assure, hein, Chris, hein, je t'assure que je préfère 100 fois la sensation que j'ai actuellement, cette sensation de convalescence que j'ai actuellement, je la préfère 100 fois à celle où j'avais des points de suture. Celle quand j'avais des points de suture, ça me brûlait, c'était désagréable, ça me démangeait. Quand je m'asseyais, je sentais que je m'asseyais sur des fils, etc., que ça me rentrait dans la peau. C'était vraiment désagréable. Tandis que là, j'ai aucune sensation désagréable, j'ai aucune douleur particulière. Donc là, je te parle, hein, je suis debout, tu vois. Là, je suis debout, j'ai aucun problème. Je marche, etc. un petit peu, je me balade un petit peu dans l'appartement. J'ai aucune douleur. Quand je me couche,
Je fais attention de ne pas me coucher sur le dos, j'ai aucun problème. Sur mon coussin orthopédique, j'ai aucun souci non plus. Quand je vais à la toilette aussi, ça c'est ce que je voulais t'expliquer, hein, la toilette, donc quand on va à la selle, hein, en gros pour aller faire caca, j'ai pas de problème pour m'asseoir sur la cuvette, parce que je sais que certains disent ouais je douille, ouais j'ai super mal. Ben, moi j'ai aucune douleur et je tiens à rassurer les gens. Ça c'est le message que je vais annoncer aux personnes qui souhaitent se faire opérer. Je sais pas si c'est le message de la fin ou si tu vas rajouter d'autres questions, mais en tout cas, moi, dans mon témoignage, dans mon témoignage, je vais quand même rassurer les gens qui veulent se faire opérer, qui ont peur de se faire opérer. C'est, je vous déconseille de vous faire opérer avec des points de suture. Donc, quand vous êtes face au chirurgien, en tout cas en consultation, en tout cas la consultation, je ne sais pas comment on appelle ça, les consultations ou préopératoires ou bref, moi je vous conseille de tomber sur un chirurgien, enfin en tout cas je vous souhaite de tomber sur un chirurgien clair dans ses intentions. Le gars, s'il commence à vous dire, moi je ne sais pas la profondeur, de toute façon, tant qu'on t'a pas opéré, ça c'est clair, hein, tant qu'on t'a pas opéré, on ne sait pas savoir la taille du trou que tu auras, la taille de la plaie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à la fin de l'opération. Ça, même moi, j'aurais jamais imaginé que j'aurais eu un trou pareil. Il n'est pas aussi large que ça, il n'est pas aussi profond que ça. En tout cas, c'est ce que m'a dit l'infirmier. Il m'a dit, tu as genre 4 ou 5 cm de profondeur. Mais moi, ça touche pas le sacrum, ça touche pas le coccyx au fond, tu vois. J'ai pas l'impression qu'on touche un os ou quoi, mais voilà, le gars il a creusé, quoi, il s'est fait plaisir. Alors, quand l'autre infirmier qui t'a sorti, il faut une greffe de peau, alors lui, il est perdu, lui. Non, mais ça m'a dit, j'étais en mode, hein, quoi? Mais ouais, mais en plus, après, il te propose plein de trucs différents de marques, alors que, non, c'est bon, quoi. T'as pas besoin de 46 000 produits qui coûtent un bras, quoi, hein. Et ouais, les sutures, apparemment, c'est pas très agréable, ça aussi. Et parfois, ils peuvent trop serrer, du coup, ça te fait mal, ça tire et tout. Ouais, les sutures, ça doit pas être très, très agréable. Et pour ce qui concerne les suintements, pardon, ouais, ça, c'est vrai qu'il y en a, ils ont vraiment, ça a vraiment coulé. Je me rappelle, il y avait un témoignage avec quelqu'un qui disait que son jogging, il était complètement trempé et tout. Moi, je suis là en mode, oh, moi, j'en ai eu un peu, tu vois, des écoulements, mais ça n'a pas duré longtemps et ça sortait pas du pansement, quoi. Et c'est vrai que ça puait parce que c'était grand, enfin, la plaie était grande et puis, je sais pas, c'était quand on retirait la grosse mèche, là, que j'avais senti une fois, j'étais là en mode, ouf, ouf. Mais franchement, tant mieux, si toi, t'as rien, franchement, clean. Et voilà. Et donc je disais, la chose que je conseille aux jeunes qui ont peur de se faire opérer, dans un premier temps, dites-vous une chose. Est-ce que de base, voilà, si vous avez peur, déjà, posez toutes les questions à votre chirurgien. N'hésitez pas. Ça, c'est une chose que je conseille aux gars qui veulent se faire opérer. C'est posez toutes les questions à votre chirurgien et tombez, j'espère pour vous que vous allez tomber sur un chirurgien qui est clair dans ses intentions. Ça veut dire que moi, en tout cas, de ma propre expérience, je vous déconseille les points de suture. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas envie de compromettre votre année pour un kyste, soit vous attendez, vous prenez votre mal en patience, vous attendez la fin de l'année scolaire pour vous faire opérer. Là, on est dans une période de confinement, voilà, confinement par rapport à l'année passée, tu vois, on a eu 2 mois, maintenant on déconfine puis on reconfine. C'est pour moi la meilleure période pour se faire opérer, c'est cette période-ci. Moi, cette période que j'ai choisie, c'est la période de Covid, même s'il y a eu à un moment donné, ils ont annulé les consultations et les opérations. Moi, j'ai décidé de me faire opérer à cette période-là. On a su me trouver une date, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, il faut que vous sachiez que cette opération doit avoir lieu à un moment donné de votre vie. Donc, faites-vous opérer, mais si vous avez l'occasion de vous faire opérer avec la méthode classique, c'est-à-dire avec la cicatrisation à ciel ouvert, faites-le. Pourquoi? Parce que ça présente que 5% de chances de récidive. Et aussi, pendant la période de cicatrisation, vous avez un meilleur suivi. Vous avez tous les mois, vous avez, normalement, en principe, c'est tous les 15 jours ou tous les mois, vous avez un suivi de votre chirurgien qui constate la cicatrisation. Donc, ça va vous permettre de diriger
la cicatrisation petit à petit. Après, moi, comment ils me soignent la plaie? Moi, on ne me mèche pas la cavité. J'ai trouvé ça bizarre. Peut-être que finalement, ils ont tort, mais tant que j'ai pas vu le chirurgien dans un mois, je ne pourrais pas lui dire. Parce que de toute façon, la cicatrisation chez moi, elle n'a pas encore bougé. Je me suis plaint de démangeaisons ce matin et l'infirmier m'a dit, ah, mais si vous avez des démangeaisons, ça veut dire que la cicatrisation, en fait, en gros, quand ta plaie te démange pendant la cicatrisation, ça veut dire que tu es en bonne voie. Ça veut dire que la plaie travaille. Ça veut dire que la peau commence à, à se régénérer et donc tu es en bonne voie de cicatrisation. Donc tout se passe bien. Mais en tout cas, j'ai pas d'infection. J'ai pas d'écoulement de liquide sanguin, j'ai pas d'autres liquides qui coulent de la plaie, tout va bien, j'ai aucun souci. Et ça, c'est très important de le préciser, c'est que moi je fais très attention. Je fais en sorte de bien nettoyer quand je suis dans la douche. En tout cas, moi ce que je fais, quand je prends ma douche, si j'ai le pansement, je ne le retire pas. Si le pansement tombe de lui-même, bah, je fais attention. J'essaie de ne pas faire rentrer du savon, etc., dans la plaie pour éviter d'irriter la plaie, d'irriter la peau à l'intérieur. Parce que j'estime que l'infirmier utilise du sérum physiologique et c'est beaucoup plus sain pour les soins post-opératoires. Je n'ai pas envie de mettre un liquide que je risque de regretter, là, qui va me provoquer des irritations ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, je suis bien. Franchement, je ne me plains pas, je suis bien. Contrairement aux témoignages où j'ai entendu que des gens avaient des complications, des surinfections, moi j'ai pas ça. Et franchement, les gars, si je peux vous donner un conseil, n'allez pas sur Internet. Moi je l'ai fait. Et voilà, je vous dis un truc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, je l'ai quand même fait parce que moi j'étais angoissé, j'étais stressé. Mais c'est du cas par cas. Mon cas à moi, il est unique. Votre cas à vous, il est unique. Chacun d'entre nous a son témoignage. Et c'est dans les témoignages qu'on se retrouve un petit peu dans la même galère. Et je pense que ce kyste mérite qu'on en parle. Parce que le fait d'en parler, on se rassure. Par exemple, moi, mon budget de soins post-opératoires, je pense qu'il est d'une centaine d'euros par mois. Quand je suis arrivé chez la pharmacie, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros. Et dans les 50 euros, il y avait quoi? C'est en majorité des médicaments, des calmants, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, et le reste, c'était des pansements et des compresses, et du sérum physiologique. C'est tout. Il n'y avait que ça. Voilà. Il n'y a que ça à faire, en fait. C'est nettoyer la plaie, la désinfecter, recouvrir le pansement recouvrir la plaie avec les pansements adaptés. Certains vont vous prescrire des trucs à 50 balles, 60 balles, d'autres qui vont être plus... ils vont vous faire acheter plusieurs types de pansements différents, mais moins cher, mais voilà, le résultat est le même. Je veux dire, tant que vous faites attention à comment vous vous comportez comment vous vous comportez après l'opération, c'est ça qui est important en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que si votre chirurgien vous dit voilà, évitez les balades en voiture, évitez de sortir et de faire évitez de courir, évitez de faire du sport, etc. Les gars, moi je vous dis, hein, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez 3-4 mois de votre vie, 3-4 mois de vie de galère où vous allez être en période de cicatrisation et après vous aurez une vie paisible, ou bien à chaque fois revenir sur la table d'opération parce qu'à un moment vous avez négligé votre convalescence et à un moment donné vous vous dites ah, je dois retourner me faire opérer, galère, etc. Moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai négligé 2 fois ce kyste, j'ai été me faire opérer chez un incompétent, il m'a fait des points de suture, ça n'a pas marché sur moi. Il y en a certains chez qui ça a marché, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, si on me demandait, est-ce que tu me conseilles point de suture ou cicatrisation à ciel ouvert, moi, sans hésiter, je te dis cicatrisation à ciel ouvert. Parce que tu as un meilleur suivi. Le laser, j'ai aussi entendu comme quoi ici en Belgique, ils pratiquaient le laser dans certains hôpitaux. Moi, j'ai pas trouvé d'hôpitaux qui pratiquaient le laser. Et sincèrement, j'ai pas envie de pratiquer une opération en mode cobaye, en me disant, voilà, ils vont tester ça sur moi, ils vont faire des statistiques sur la réussite ou pas de cette opération. Mais moi, la vérité, je prends les solutions qui fonctionnent. Alors moi, c'est ma première fois que je suis en cicatrisation à ciel ouvert. Je pensais sincèrement que ça allait être vraiment une galère, mais en vérité, pas du tout. Pas du tout. Alors, tout dépend de chacun. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir une grosse pastèque, tu vois. J'ai eu une petite brochette, on va dire ça comme ça. Mais j'ai été opéré plusieurs fois au même endroit. C'est peut-être pour ça, peut-être au final, que j'ai moins de douleur, parce qu'il y a peut-être eu une accoutumance vis-à-vis de mon corps.
Voilà, je dis une hypothèse comme ça. Moi, je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faites-vous opérer, enlevez cette saloperie de votre corps. C'est un petit truc, mais qui peut être très handicapant. Vous savez, juste avant mon opération, je peux vous dire une chose, c'est que le kyste m'handicapait dans ma vie de tous les jours. Je sentais quelque chose en moi qui était là, qui moisissait sous ma peau. Ça me rendait, tu vois, ça me rendait de mauvaise humeur. Maintenant, ce kyste, il est retiré. Je sais qu'à la place, pardon, je sais qu'à la place, j'ai un trou, voilà, un trou qui va se résorber au fur et à mesure. Mais je sais qu'après, c'est terminé. Le kyste sera plus là et j'espère, hein, grâce à Dieu, que je n'aurai pas une troisième récidive. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne regrette pas d'avoir fait cette opération. En plus, je le fais dans une période où on est en confinement, hein. Tous les magasins non essentiels sont fermés. Donc, tu es chez toi, tu es chez toi. Donc, galère, pas galère. La seule galère, c'est les soins infirmiers, c'est chiant. Parce que moi, il passe très tôt le matin, il passe à 10h30. Donc, je suis obligé de faire une routine, c'est-à-dire le réveil, déjeuner, attendre qu'il arrive. Si je dois aller à la toilette, je vais à la toilette. Si je dois aller à la douche, je vais à la douche. Mais voilà, c'est une routine, ça, c'est chiant, mais au moins, tu vois, comme je disais, c'est chiant les soins infirmiers, mais au moins, quand c'est fait, c'est fait. Et franchement, quand l'infirmier, je disais le chirurgien, quand l'infirmier va faire le changement de pansement, moi, personnellement, je suis soulagé, tu vois. Je me dis, au fur et à mesure, même, tu développes un petit lien amical avec ton infirmier. Tu te dis, tu sais, les trois infirmiers, ils ont chacun trois manières de changer le pansement. Et puis tu fais ta petite évaluation. Et à un moment donné, carrément, j'ai dit au gars, il y a un des gars qui vient souvent, très souvent me changer mes pansements. Je disais que lui et un autre mec, je trouve que vous faites bien le changement de pansement. Vous êtes doux, vous êtes dans votre manière de travailler, vous les faites bien parce que ils sont trois. Il y a une gonzesse et deux types. Et ben la gonzesse, par exemple, tu vois. Bah, je trouve que dans son tempérament, on a l'impression que ça la fait chier d'être là, tu vois. Elle est un peu antipathique, mais elle fait son taf. Mais je trouve que au niveau de la finition du pansement, tu sais, moi je suis un peu perfectionniste, tu vois. Je me dis, ouais, elle a laissé un vide là, ça me plaît pas, tu vois. Ah ben, les deux gars, ben, ils font bien les trucs bien carrés, tu vois. Ça épouse bien. Tu sais, le pansement, il épouse bien ton derrière, hein. Voilà, parlons un peu clairement. Tu vois, ils font bien leur taf, tu vois. Mais elle, tu as l'impression, tu vois, elle néglige les finitions et ça me perturbe, tu vois. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que pendant toute la journée, il m'arrive d'aller très souvent à la salle de bain, tu vois, et de checker si le pansement il tient encore, tu vois. Parce que j'angoisse que le pansement il se détache, tu vois. Mais en fait, non, t'inquiète pas, il est bien fixé et il bougera pas de ton derche, quoi. Donc voilà. Voilà, donc. Je sais pas ce que tu penses de ce témoignage. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu raconté de ma vie. Mais clairement, pour résumer, je pensais vraiment que ça allait être galère, cette opération, enfin, c'est surtout les soins, que ça allait être ouais, galère et tout, la douleur, les infections allaient revenir, mais pas du tout, pas du tout. En fait, en règle générale, c'est même très rare, tu vois. Si tu soignes et tu désinfectes tous les jours, tu as très peu de chances de choper une infection, c'est tout à fait logique. Mais il faut vraiment respecter une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, ne pas aller faire le cow-boy en sortant directement dehors et de porter des vêtements qui serrent, etc. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de rester chez toi et d'avoir la chance d'être avec ta maman ou avec ta famille qui puisse subvenir à tes besoins, c'est-à-dire voilà, les courses, etc. Faire les courses pour toi ou avoir quelqu'un pour te donner à manger, te faire la cuisine, etc. Et le reste, c'est bon, tu vois, tu vis en fait la même vie qu'avant, tu es chez toi. Ben, moi, j'avais préparé psychologiquement, je m'étais préparé, je me suis dit, je sais que minimum, je serai coincé chez moi pour 2 mois. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, au moins jusqu'au début du printemps, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis constitué une playlist de films et de séries, de jeux. Ben, moi, je joue aussi aux jeux vidéo occasionnellement. Voilà, films, séries, jeux vidéo et bouquins. Et c'est tout. Et mes potes sont au courant, mes amis sont au courant, ma famille est au courant que je me suis fait opérer, ils m'ont tous souhaité un bon rétablissement. Et à un moment donné, je me dis, je vais essayer de sortir le moins possible. À la limite, je peux descendre l'escalier de mon immeuble, j'habite au premier, tu vois, je descends, je vais au rez-de-chaussée, je check le courrier, voilà, ça me fait une petite marche.
c'est pas, je suis pas au stade de légumes dans mon lit toute la journée, hein. Au début, j'avais peur, tu vois. Au début, je ne voulais pas sortir de mon lit, coûte que coûte, il fallait que je reste couché le plus possible. Puis à un moment donné, tu vois, petit à petit, tu vois, j'étais en mode homme des cavernes, tu vois. Je redécouvre le fait de s'asseoir, d'être confortablement installé sur sa chaise avec un coussin adapté. De moins en moins de douleur à l'assise pour manger aussi. De moins en moins de gêne pour aller à la toilette et aussi pour se nettoyer à la toilette. Il faut dire aussi ce qui est, parce que attention, quand tu te nettoies, voilà, quand tu es à la selle et que tu te nettoies à la toilette, attention, mesdames et messieurs, je vous donne un petit conseil. Jamais, 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 jamais par derrière. Toujours par devant. Voilà. Ça, c'était le petit conseil du témoin belge. Mesdames et messieurs, faites pas les cons, nettoyez-vous par devant. Et à la douche, bien rincé. Si vous avez peur de toucher la blessure, ne la touchez pas avec le pommeau de douche. Et bien nettoyer la région du derche, quoi, hein, voilà. Parce que la matière fécale peut constituer une source d'infection pour la plaie. Mais en général, quand vous allez à la toilette, il n'y a pas de souci, hein. La plaie est bien recouverte, elle ne touche, la matière fécale ne touche pas la blessure, ni ne salit même pas les pansements. Moi, je pensais que ça salissait le pansement, mais en vérité, vraiment, pour salir le pansement, c'est que excuse-moi du terme, vous vous torchez mal. Mais si vous vous torchez par devant, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'était le petit tips que je vous donne, que les infirmiers m'ont donné. Ben, voilà, moi, je vous la donne, c'est gratuit. Ouais, je pense aussi que si, enfin, avec toutes les opérations que tu as eues, et ben, je pense aussi que ça t'a accoutumé un peu à la douleur, parce que même moi, franchement, avec la plaie que j'avais eue quand ils m'ont retiré le kyste, c'était douloureux, mais dans l'ensemble, tu vois, en règle générale, ça a été, tu vois. Même si sur le coup, t'es au bout de ta vie un peu parfois, mais, mais ça a été. Et grave, on tisse tellement des liens avec nos infirmiers, infirmières et tout. Et c'est vrai qu'ils ont chacun leur manière de travailler et tout, et tu t'attaches aux gens et tout. Moi, j'ai kiffé mes infirmières, les trois, mais comme d'hab, t'as toujours une ou tu vois, une ou deux où tu vois, tu préfères et tout, mais dans l'ensemble, ils arrivent, t'es content, quoi. Ça te fait la visite. Et grave, c'est super important aussi d'être entouré et tout, ben, pour te monter le moral, pour, voilà, comme tu dis, pour t'aider à t'occuper de toi-même, quoi. Et pour les petits tips des toilettes, je confirme. Y a aucun souci pour les toilettes. C'est grave ça. Mais ouais, franchement, j'ai beaucoup apprécié ton témoignage. Bien détaillé. Il va être assez long, mais personnellement, je l'ai trouvé très intéressant. Pour le montage, ça va être sympa à monter aussi. Et je pense que ça... Pardon. Je pense que ça va en rassurer pas mal d'autres. Et j'espère que ce témoignage aura plu aussi à la majorité. Parce que franchement, moi, j'ai rien à dire. Super intéressant, super bien détaillé, avec plein de conseils. Merci. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Et, j'espère que ta cicatrisation va bien se passer, bien se terminer. En tout cas, je te le souhaite. Et voilà. Eh ben, écoute, moi, ça m'a fait plaisir, hein. Tu sais, en fait, au début, j'avais vraiment hésité. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'avais fait, c'est un commentaire que j'avais posté sur une vidéo d'un gars avec qui j'avais longuement discuté de ça, que j'ai découvert sa chaîne l'année dernière, il s'appelle Ossian Mimoun, et il a fait un témoignage de son kyste. J'ai mis un commentaire, je l'ai détaillé et tout, hein, de dingue, hein. Il est resté 4-5 jours et je me suis dit, c'est dommage. Il n'y a personne qui a envoyé un commentaire ou qui a répondu à ça pour vraiment voir pour vraiment lire mon ressenti de l'opération. Et malheureusement, ben, je l'ai supprimé. Et je me suis dit, tu sais quoi, quand j'ai vu ta chaîne, j'ai regardé, je pense, 2 témoignages. J'ai regardé celle où la fille a expliqué qu'elle a eu une septicémie, je pense. C'est celle qui avait dit qu'elle était cavalière, là, je crois. Et j'ai regardé une qui était de ma ville, une bruxelloise. Et d'ailleurs, quand j'ai vu sa tête, je sais pas, je pense que sa tête me disait quelque chose. Je pense t'avoir déjà vu, mais je veux pas non plus m'avancer là-dessus. Voilà, je suis pas là pour ça. Je suis là pour donner mon témoignage. Et, et voilà. Et ce truc, je trouve qui est dommage. Après, c'est ce que j'ai constaté. Bon, voilà, on est sur une chaîne
je pense, qui est axé plus pour les femmes. Je trouve que c'est un peu dommage que les hommes ne fassent pas plus de témoignages par rapport à ça, parce que c'est une maladie qui touche autant les hommes que les femmes. Et c'est bizarre parce que dans les statistiques, c'est plus les hommes qui sont touchés que les femmes, mais sur Internet, c'est toujours plus de femmes qui font des témoignages sur leur expérience vis-à-vis de ce kyste. Et du coup, moi, je me dis, c'est dommage que les hommes ne s'expriment pas. Moi, j'ai essayé, dans un premier temps, de donner vraiment un témoignage vraiment précis, tu vois, de ce qui se passe vraiment dans ton corps à ce moment-là, avec cette calamité hein, qui pourrit la vie de pas mal de jeunes. Elle pourrit pas la vie dans le sens douloureuse, hein, physiquement, mais elle pourrit la vie de manière psychologique. Moi, quand je me suis fait opérer la troisième fois, en rentrant chez moi, je ne vais pas te mentir, hein, il y a encore 2 semaines, suite après l'opération, je me réveillais en plein milieu de la nuit, j'avais limite envie de pleurer. Hein, je me disais, purée, qu'est-ce qui m'arrive et tout, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je me suis fait opérer, mon kyste n'est plus là, et pourtant, j'étais mal, j'étais pas bien, je badais et tout. Je me posais 1000 questions. Est-ce que finalement, j'ai bien été opéré? Est-ce que les soins sont faits correctement? Et maintenant, à peine maintenant, après 2 semaines, tu vois, après avoir reçu les conseils et les explications de l'assistant du chirurgien, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tout va bien. En vérité, pourquoi je me plains? Pourquoi est-ce que je me mets dans des états pareils? Ma plaie n'a aucune complication, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de suppuration, il n'y a rien du tout. Faut être patient. Et je t'avoue, actuellement, je suis impatient. Je suis impatient dans ma tête. Dans 2 semaines, la plaie sera cicatrisée. Mais alors que non, alors que non. Là, pour moi, elle entame à peine son processus de cicatrisation. Là, pour moi, elle entame à peine son processus de guérison et tout ça. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai l'infirmier qui est venu, un chouette gars, il m'a dit comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je lui ai dit, bah, écoutez, ça me démange. Je lui ai dit, bizarrement, vous êtes arrivé d'un coup quand il m'a enlevé l'ancien pansement pour en mettre un neuf ce matin. Je lui ai dit, ça me démange. Alors il m'a fait, ah ben c'est bien ça. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce qu'en fait, quand ta plaie te démange, c'est que le processus de cicatrisation se déroule bien. Tu vois, tu sais, une plaie, c'est vivant, hein, ça bouge à l'intérieur. Nous, on ne le sent pas là, mais ça bouge, ça commence à bourgeonner, il se passe des trucs, tu vois. Et dans cette cavité, il se passe des choses et ce sont des réactions naturelles. L'inflammation, il ne faut pas la voir comme une réaction dangereuse du corps, etc. En fait, l'inflammation, en termes médicaux, c'est quoi qui provoque ça? C'est les globules blancs. C'est pour protéger la plaie, c'est pour combattre c'est pour tuer en fait les micro-organismes qui vont venir polluer la phase de cicatrisation. Tu vois, moi je suis pas médecin, j'ai pas fait des études en médecine, mais toute réaction du corps est normale. Même les gens qui ont un peu de liquide qui sort de la plaie, c'est une réaction normale du corps. Bon, ce sont des choses qui seront là au début, mais qui vont partir par la suite. Moi, j'ai pas eu ça, voilà. C'est mon corps à moi qui n'a pas voulu. J'ai pas eu ce problème-là au niveau de la cicatrisation pour l'instant. Peut-être que ça va venir, hein. Peut-être qu'à un moment donné, ma plaie va commencer à saigner, ce qui est en fait une réaction de la plaie vis-à-vis vis-à-vis, je sais pas moi, des micros, enfin des frictions. Bref, tu vois, là je suis en train de rentrer dans des hypothèses et j'ai pas envie parce que ça va me faire bader, mais pour l'instant, je n'ai rien et je suis satisfait. Je suis la prescription qui m'est dite du médecin, soins à domicile et reste à la maison. Voilà, c'est tout ce qui m'est demandé. Et moi, je fais ça et pour l'instant, je n'ai aucun problème. Donc voilà. Voilà, bah, c'est tout. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Sinon, voilà, mon témoignage est terminé. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup raconté ma vie, mais je le répète, hein, si je dois vraiment donner un conseil aux gens qui vont se faire opérer, choisissez un bon chirurgien, c'est très important. N'hésitez pas à consulter un spécialiste et n'hésitez pas à en consulter un deuxième, un troisième, un quatrième, voire même un 20e s'il le faut, parce que chaque chirurgien va vous donner une version différente et il faut que cette version qu'il vous donne soit en adéquation avec votre problème. Surtout, choisissez un chirurgien qui est clair dans ses intentions. Ça, je l'ai dit dans mes messages précédents, mais c'est très important. N'allez pas chez un chirurgien qui va vous dire clairement, nous, dans notre hôpital, on enlève le kyste. Ouais, c'est logique, le kyste, il va être enlevé. Mais
qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que j'aurai une plaie ouverte ou est-ce que j'aurai des points de suture? Moi, je vous déconseille les points de suture par expérience. Voilà, je vous ai donné mon expérience par rapport à ça. 2 fois de suite opéré par point de suture, 2 récidives. Et maintenant, je me suis fait opérer en plaie ouverte. C'est fort possible que j'aurai une récidive en plaie ouverte. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Et je pourrais même retémoigner une fois que la cicatrice sera refermée. Mais je tenais vraiment à donner un point de vue pour l'instant pour rassurer les gens que niveau douleur, sincèrement, c'est supportable. C'est même à un moment donné, je pense que voilà, là, je suis à mon 15e jour. Enfin, aujourd'hui, on est samedi minuit. Quand je fais ce message, ben, je suis à mon 15e jour et sincèrement, là, j'ai aucune douleur. Et j'évite aussi, parce que bon, il y a on va pas se mentir, il y a des mecs qui sont un peu sados, hein, ils aiment bien frotter la blessure avec leurs mains à travers leurs pansements pour palper le bazar. Moi, je fais pas des trucs comme ça. C'est vrai que moi, je m'amuse souvent à regarder, à checker au miroir de temps en temps si le pansement tient encore, mais sinon, je laisse la plaie tranquille, quoi. La plaie, elle a besoin de se reformer, de se reconstituer. Elle a besoin de repos. Et surtout, mangez bien, les gars. C'est très important. Évitez les kebabs. En France, hein, ils sont connus, les kebabs, les grecs. Évitez ça un maximum. Par contre, mangez beaucoup de protéines, mangez beaucoup de fibres, mangez beaucoup de mandarines. C'est la saison, on est en hiver. Allez, faites le plein de mandarines, de vitamine C. Très important, protéines. Si on vous a prescrit des anti-inflammatoires et des antidouleurs, prenez-les et normalement tout se passera bien. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, je n'ai rien à rajouter. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de m'interroger et je te souhaite une bonne soirée et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ta chaîne. Ben, je t'en prie, ça a été un plaisir, franchement. Et pour revenir, du coup, tu m'avais dit que la céticémie, c'était avec la cavalière, du coup, c'est avec Jade, je me rappelle. Et je sais plus c'était quoi l'autre, mais c'était avec Crystal. Je sais plus c'était quoi que tu m'avais dit. Mais en tout cas, je vous mettrai ces vidéos-là dans la barre d'infos. Et il y a une playlist témoignages pour les personnes qui le souhaitent. Et toi aussi, donc du coup, si tu veux retémoigner plus tard quand ça ira mieux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis OP. Et voilà. Merci pour tout. Bonne soirée. Et bah, à bientôt. Ah oui, aussi, c'était pas cool de pas répondre à ton commentaire là que t'avais mis sur la vidéo de je ne sais plus qui. Mais en tout cas, moi, je sais pas, Kiss Pilonidal, c'est tellement un truc de malade que, je sais pas, j'aimais bien échanger avec les gens, tu vois, avoir la version de tout le monde et se soutenir les uns les autres. Donc du coup, moi sur ma chaîne, je réponds à tout le monde, même en message privé, ben, comme tu as vu hein, avec toi. Et avec tout le monde en général aussi, ben, je réponds. Donc si les gens veulent parler, n'hésitez pas, je suis là. Ça va, j'ai pas des millions de messages non plus tous les jours, donc ça va, je gère. Purée, ça y est, c'est bon, je m'ai influencé, j'arrête pas de parler. Et aussi, parce que faut que je dise ça, que quand t'avais dit aussi qu'il n'y a pas assez d'hommes qui témoignent, et ça, c'est vrai, parce que même moi, dès que j'ai vu toutes les femmes qui m'envoyaient des messages, j'étais en mode, bah, je croyais que c'était un truc de mec. Je pensais que j'étais une des rares meufs à la voir. Et ben non. Et ben après, c'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui témoignent, mais vraiment pas beaucoup comparé aux femmes quoi, qui en parlent. Donc les hommes, je vous encourage, comme lui, à témoigner. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de gêne à avoir. C'est la vie. Voilà. Bah, salut et bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour m'écouter. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vidéo. Allez, salut, hein. Bonne soirée.